Alors, exercice 1. N un entier strictement positif, il faut démontrer que pour chaque diviseur positif D de N, le groupe cyclique Z sur NZ+, possède un unique sous-groupe d'ordre D. Oui, ça c'est la fameuse réciproque de Lagrange dans le cadre cyclique, avec critère d'unicité. Donc on va montrer d'abord l'existence, puis l'unicité, qui sera une espèce de réciproque. Donc on suppose donc, que D divise N, c'est un diviseur positif, donc N égale D fois A, avec D et A positif. Donc je regarde le sous-groupe de Z sur NZ engendré par A, il va y avoir 0, la classe de A, 0, classe de A, 2 fois classe de A, etc. Donc jusqu'à D-1 fois classe de A. Les éléments de la forme K à bar, avec K dans Z, ils sont tous là-dedans. Il suffit de faire la division euclidienne de K par D pour voir qu'ils sont tous là-dedans. Donc ça, du coup, c'est l'ensemble des K à bar, avec K dans Z, eh bien, c'est bien un sous-groupe. Maintenant, j'affirme qu'il est d'ordre D, d'où l'existence. Alors pourquoi il est d'ordre D? Parce que ces éléments, il y en a bien D. Alors si je les compte, il y en a D, mais il faut montrer qu'ils sont 2 à 2 distincts. Oui, parce que on voit bien par une inégalité que si on prend un I à bar et J à bar, avec I et J compris entre 0 et D, eh bien, ils ne peuvent pas être égaux modulo n, pour juste une question d'inégalité. Voilà, donc ça, ces éléments sont distincts. Maintenant, il faut montrer que c'est unique, c'est-à-dire que si on a un sous-groupe de Z sur NZ d'ordre D, alors c'est lui. Voilà. Donc je vais prendre un élément dans un sous-groupe d'ordre D, B bar, et je vais montrer qu'il est forcément de cette forme-là. Ce qui voudrait dire qu'on aura une inclusion, puis une égalité par égalité des ordres. Des ordres des sous-groupes. Alors, donc je vais prendre B bar dans un sous-groupe d'ordre D. Voilà, donc D B bar égale 0, ça c'est Lagrange. Donc maintenant je relève dans Z, ça fait dB égale un certain K fois N, avec K dans Z. Et maintenant, j'écris N égale dA, je simplifie par D, ça fait B égale KA. Donc B bar égale KA bar, et on sait, on a dit tout à l'heure, que tous les KA bar, par division euclidienne, c'est là-dedans. Alors on a Q, un entier naturel impair, et on considère G dans le groupe multiplicatif de Z sur 4Q, le groupe des éléments inversibles, donc c'est ça. Et petit a, il faut déterminer les ordres respectifs de G des classes de modulo 4Q, de 2Q-1 et de 2Q plus 1. Alors, on est en train de regarder 2Q-1. 2Q-1 n'est pas égal à 1, d'accord, modulo 4Q. Sinon, 2Q serait égal à 2, et donc 4Q diviserait 2Q-2, c'est pas possible. Donc déjà, 2Q-1 n'est pas d'ordre 1, ce n'est pas l'élément neutre. Donc maintenant, je vais mettre au carré, parce qu'on est dans un groupe multiplicatif, quand on parle d'ordre, c'est évidemment pour la multiplication. Donc je mets au carré, voilà, ça fait ça, et modulo 4Q, ça fait 1, évidemment. Donc ce qui veut dire que lui, d'abord ce qui n'était pas évident, c'est qu'il est bien dans Z sur 4Z étoile, parce qu'il est inversible, oui, il est inversible, il inverse lui-même. Et d'autre part, eh bien, n'étant pas d'ordre 1, il est finalement d'ordre 2. Et pareil pour 2Q plus 1. Petit b, le groupe G est-il cyclique? Alors, on a vu tout à l'heure 2Q plus 1 et 2Q moins 1, ils engendrent des sous-groupes d'ordre 2, puisqu'ils sont d'ordre 2. Mais c'est deux sous-groupes d'ordre 2, distincts. Parce que sinon, ça voudrait dire que, parce que dans un groupe d'ordre 2, il y a deux éléments. Donc il y a l'élément neutre et là, 2Q-1. Et ensuite, pour l'autre, l'élément neutre 1 et 2Q plus 1. Donc s'ils étaient égaux, ça voudrait dire que 2Q plus 1 serait égal à 2Q moins 1. Et donc ça voudrait dire que 2 égale 0, d'accord? Donc que 4Q divise 2. Donc,
Déjà parce que Q, il est impair. Et donc Z sur 4Q, Z étoile n'est pas cyclique, parce que d'après le petit 1, s'il était cyclique, pour chaque diviseur de 4Q, il y a un unique sous-groupe d'ordre ce diviseur. Exercice 2 maintenant. Il faut résoudre dans Z sur 3Z carré, x2 plus y2 égale 0. Alors, un carré de Z sur 3Z, d'abord, c'est forcément 0 ou 1, parce que vous avez 3 éléments, 0, 1 et moins 1. Et donc 0 au carré ça fait 0, 1 au carré ça fait 1, moins 1 au carré ça fait 1. Voilà. Donc au cas par cas, on voit que la seule solution de cette équation, c'est 0, 0, parce que 0 plus 1, ben, ça fait 1, donc c'est différent de 0. Et 1 plus 1, ça fait 2, qui est encore différent de 0, modulo 3. Petit 2. Il faut résoudre dans Z2, x2 moins 5y2 égale 33. Donc on va supposer, en fait par l'absurde, hein, que x2 moins 5y2 égale 33 pour deux éléments x, y entiers. Donc maintenant, bah, on réduit modulo 3, on utilise le fait que la réduction passe à l'anneau. X bar carré plus y bar carré égale 0, parce que 33 est multiple de 3, moins 5 il vaut 1 modulo 3. Et là, donc, on est passé dans Z sur 3Z, hein, évidemment. Donc, d'après ce qui précède, la seule solution, c'est x bar égale 0 et y bar égale 0. On remonte dans Z, ça veut dire que 3 divise x et y. Donc, 3 au carré, c'est-à-dire 9, divise le membre de gauche. Et donc, il divise le membre de droite, évidemment. Donc, 9 divise 33, et ça, c'est pas possible. Hein. En bref, il n'y a pas de solution. Petit 3. Il faut trouver l'ensemble des couples xy dans Q2, tel que x2 moins 5y2 égale 33. Alors la 3 est un petit peu plus impliquée. On suppose que c'est vrai dans Q, donc toujours pas l'absurde, on va montrer que en fait, l'ensemble des solutions est vide. Donc on a deux éléments de Q. Alors on va prendre x, y, z, grand X, hein, grand Y, grand Z entier, tel que petit x égale grand X sur grand Z et petit y égale grand Y sur grand Z. En gros, on a mis x et y au même dénominateur, z. Ça, c'est toujours possible, on le sait. Et maintenant, cette équation, ça va nous donner x2 moins 5y2 égale 33z2 pour des entiers. Donc on est arrivé à une équation différentielle, mais avec un petit truc, c'est que z est non nul. Et c'est ça, on va voir que c'est ça qui est absurde. Donc montrons par l'absurde que ceci est impossible, donc qu'il n'y a pas de solution. On va supposer que x, y, z est une solution de Z3, donc on va supposer que l'ensemble des solutions est non vide, avec valeur absolue de x plus valeur absolue de y plus valeur absolue de z minimale. Donc effectivement, si l'ensemble des solutions par l'absurde est non vide, ça va constituer, c'est pour ça que j'ai pris les valeurs absolues, une partie non vide de n, et toute partie non vide de n possède un élément minimal. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est assez classique. Hein. Alors maintenant, je réduis modulo 3 ici, ça fait encore une fois x2 plus y2, donc dans les classes, hein, égale 0, donc 3 divise x et y. Ça, c'est comme tout à l'heure. Donc 9 divise x2 moins 5y2 comme tout à l'heure, et 9 divise 33z2 parce que c'est le membre de droite. Donc on simplifie par 3, ça veut dire que 3 divise 11z2. Maintenant 3 est premier avec 11, donc par le lemme de Gauss, 3 divise z2, et par le lemme d'Euclide, comme 3 est premier, 3 divise z ou z. Donc dans les deux cas, il divise z. Donc ça veut dire que il existe x', y' et grand z', avec x égale 3x', y égale 3y', et z égale 3z', et ce sont des entiers. Donc maintenant, par homogénéité, on voit que x', y', z' est encore solution de cette même équation. Mais par minimalité, ici, comme lui, on a divisé par 3 ça, eh bien, il devrait y avoir égalité, parce que lui est plus petit ou égal à ça. Donc on a égalité, mais on a égalité, un nombre est égal à son triple, si et seulement si il est nul. Donc ça est nul.
Et donc ça veut dire que x égale 0, y égale 0, z égale 0. Mais on avait dit que z était non nul parce que c'était un dénominateur, donc c'est absurde. Donc il n'y a pas de solution non plus à cette équation. Exercice 3. On a E et F, deux espaces vectoriels euclidiens. On note comme ceci le produit scalaire sur E, comme cela le produit scalaire sur F. U de E dans F, une application linéaire. Question 1. Alors il faut montrer que pour tout Y dans F, il existe un unique vecteur Z dans E, tel que Zx, le produit scalaire Zx sur E, est égal au produit scalaire Y U de X sur F. Et ce, pour tout X dans E. Alors on a un morphisme de E dans E étoile qui envoie Z sur Z ici, E. Alors c'est classique que quand on a une forme bilinéaire, sur E, ça nous donne une application linéaire de E dans E étoile qui va envoyer Z sur la forme linéaire, donc sur l'élément du dual qui envoie X sur ZX, le produit ZX. Donc ça va être le cas pour la forme bilinéaire qui est le produit scalaire de E qui est euclidien. Et on sait des choses dans le programme de cette application linéaire, en particulier si la forme est non dégénérée, même si et seulement si, la forme est non dégénérée, ceci est iso, en dimension finie évidemment. Mais là, comme la forme est euclidienne, elle est non dégénérée, et donc le morphisme ici est iso. Donc là on regarde phi, la forme de E, qui envoie x sur le produit scalaire y u de x sur f. J'aurais dû mettre le f ici plutôt, et là pareil, comme ici. Voilà, oui, ça c'est bien linéaire parce que x, d'abord c'est une forme, ça va dans R, x, u de x, c'est un élément de f, y u de x, ça va être un élément de K, x donne u de x, ça c'est linéaire parce que u est linéaire, et la forme est linéaire à droite. Donc tout ça, c'est bien linéaire de E dans R. Et bien maintenant, ça nous donne une forme linéaire sur E étoile, dont on va prendre l'antécédent, et qui va s'appeler Z, et donc par définition, on va avoir cette égalité. Et je vous rappelle que le F, il se met ici. En plus, comme c'est iso, on va avoir unicité, et ça c'était demandé, donc il y a existence et unicité en même temps, d'après l'isomorphisme, qui lui vient du fait que la forme est non dégénérée. Deuxièmement, il faut en déduire qu'il existe une et une seule application U étoile de F dans E, telle que le produit scalaire U étoile de Y X sur E est égal au produit scalaire Y U de X sur F. Et ce, pour tout X, Y dans E croix F. Et ensuite justifier que U étoile est linéaire. Donc du coup, on va poser Z égale U étoile de Y, le Z, d'accord, U étoile de Y égale Z, ce Z-là, par unicité existence, c'est bien défini, c'est dans E, donc ça, on définit une application qui va aller de F maintenant dans E, et maintenant on veut vérifier qu'elle est linéaire. Donc je vais poser Z1 égale U étoile de Y1, Z2 égale U étoile de Y2, et qu'est-ce qu'il suffit de vérifier? Il suffit de vérifier que le Z qui va correspondre à lambda 1 Y1 plus lambda 2 Y2, c'est-à-dire ce Z-là, c'est exactement ce Z-là, c'est-à-dire celui-ci. Et donc par unicité, il suffit de montrer cette égalité-là. Et ça, c'est un calcul direct, on développe, on applique ce que vérifie Z1 et ce que vérifie Z2, voilà. Ça provient d'un calcul direct. Bon alors, je pense que ça, c'était la réponse générale pour un candidat. Maintenant, avec un petit peu plus d'audace, on pouvait donner une réponse que je trouve plus satisfaisante en décrivant U étoile comme composé d'applications linéaires. C'est-à-dire que U étoile, c'est la composée de l'isomorphisme E étoile vers E. Alors l'isomorphisme inverse, on a construit tout à l'heure un isomorphisme de E vers E étoile, comme on a dit, qui provient de la bilinéarité. Et là, on regarde l'isomorphisme inverse, d'accord ?
Et on compose avec le morphisme de f vers E étoile qui envoie y sur l'application, la forme linéaire, qui envoie y de f vers la forme linéaire de E, telle que x donne le produit scalaire y u de x. Voilà. Alors ça, x donne y u de x, c'est bien une application linéaire, on en a déjà parlé. Et l'application qui envoie y là-dessus est bien linéaire. Donc ici, on a la composée de deux applications linéaires, et U étoile est donc linéaire. Moi, je trouve ça un peu plus satisfaisant, et on avait terminé sur les exercices. Donc on attaque le problème partie 1. Alors un petit peu de notation, on a le produit scalaire de E, parce que E est euclidien de dimension n, et celui de f, qui est euclidien aussi de dimension m, on a deux produits scalaires. On a défini tout à l'heure l'adjoint de U, d'une application linéaire U de E dans F. Et donc, finalement, on voit bien qu'on est en train de généraliser la notion d'adjoint d'un endomorphisme. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des choses qui doivent être redémontrées parce qu'on parle d'adjoint d'une application linéaire. Donc, il faut remettre un petit peu, des fois, les mains dans le cambouis pour redémontrer des choses qu'on sait, mais dans un contexte légèrement différent. On admet sans justification les propriétés suivantes. V rond U étoile égale U étoile rond V étoile. Voilà, donc il nous sauve un petit peu en nous disant ce sera possible d'admettre tout ça. Et l'adjoint de U étoile, c'est-à-dire U étoile étoile égale U. C'est cette petite bidualité, c'est finalement ce qu'on appelle la dualité, avec la notion de bidual, en quelque sorte, qui est implicite, évidemment. C'était pas la peine de parler du bidual pour... mais c'est ça qui va nous permettre de dédoubler, en quelque sorte, les propositions ou les résultats qu'on va obtenir au fur et à mesure qu'on avance dans le problème. Voilà, on est arrivé là maintenant au problème. Donc les premières marches du problème, partie 1. Et il faut démontrer, première question, que ker de U étoile rond U est égal à ker de U. Donc attaquons le problème, partie 1. Alors la première question, donc on a évidemment ker U qui est inclus dans ker U étoile rond U, évidemment si U de x est égal à 0, U étoile de U de x vaut 0 par linéarité, donc ça il n'y a pas de problème. C'est l'inclusion réciproque qui est un petit peu plus délicate, donc on part de x dans ker de U étoile rond U, eh bien on a U de x, le produit scalaire sur f évidemment, qui est égal par le côté adjoint de U étoile, à x U étoile rond U de x. Voilà, et comme on est dans ker de U étoile rond U, ça fait 0, donc par linéarité, à droite ça fait 0 ici. Et maintenant, ça veut dire que U de x est nul, puisqu'on a un produit scalaire, donc une forme définie positive, et donc x appartient à ker de U. Bon, ça peut paraître une astuce, évidemment, mais en fait, oui, c'est une astuce, on va dire, c'est un classique dans les méthodes sur les produits scalaires euclidiens. Deuxième question. Il faut démontrer que les valeurs propres de U étoile rond U et de U rond U étoile sont des nombres réels positifs. Alors l'endomorphisme U étoile rond U, ce qu'il y a, c'est qu'il est auto-adjoint. Voilà. Et donc, en fait, jusqu'à présent, c'est ce qu'on a dit au départ, on n'a pas de théorème sur les applications linéaires et l'adjoint d'une application linéaire. On a des théorèmes sur les applications, les endomorphismes, et l'adjoint d'un endomorphisme. Mais en revanche, U étoile rond U, lui, c'est un endomorphisme de E. Donc là, on est autorisé à faire des choses. Et il se trouve qu'il est auto-adjoint, c'est-à-dire que ici, vous avez ce produit scalaire-là sur E, on passe, donc x et x' sont des éléments de E, évidemment, on passe par un produit scalaire ici sur F, par la propriété d'adjoint de U étoile, et ensuite, on réutilise la propriété d'adjoint de U étoile. Alors ici, on a utilisé que l'adjoint de l'adjoint, c'était U. Voilà.
donc là, et ici on réutilise U étoile. Voilà, et donc on a U étoile rond U qui est auto-adjoint d'après cette formule-là. Mais ça veut dire, par le théorème spectral, que toutes les valeurs propres sont réelles. Ça, on a le droit de l'utiliser. Après, on a le droit de le redémontrer, mais je pense que ce n'était pas utile. Donc maintenant, il faut montrer qu'elles sont positives, ça c'était demandé. Donc soit lambda une valeur propre, dont on sait qu'elle est réelle, donc x est un vecteur propre, hein, il est dans E, et on a lambda xx, E, donc ce lambda fois ce produit scalaire. Alors je rentre lambda à l'intérieur, ça fait lambda x, je le rentre à droite, ça c'est U étoile rond U de x, parce que x c'est un vecteur propre pour l'endomorphisme U étoile rond U. Voilà, maintenant j'utilise le côté U étoile est égal à U ici, donc j'ai ça comme tout à l'heure, et ça c'est une norme euclidienne, donc c'est positif ou nul. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier de dire que x c'est un vecteur propre, donc x, le produit scalaire est non nul, alors c'est que lambda est positif ou nul. Alors maintenant, on veut montrer que U rond U étoile, qui est un endomorphisme de F, est auto-adjoint avec des valeurs propres positives. Mais oui, mais c'est exactement la même chose. Justement, c'est là où le côté bidual, entre guillemets, va nous servir. Quitte à remplacer F par E et E par F, alors si on pose V égale U étoile, on va avoir que V rond V étoile, ça va être exactement U étoile rond U. Et on obtient par dualité l'assertion sur U rond U étoile comme endomorphisme de F, exactement la même assertion. Voilà, c'est ça la magie un peu de la dualité, c'est de multiplier par deux les assertions. Mais bon, évidemment que quelqu'un qui n'aurait pas utilisé ça et qui dit de même, ça me paraît assez acceptable, ou quelqu'un qui refait la preuve, bon, c'est ennuyeux, mais tout à fait acceptable. Troisième question. Soit lambda, un nombre réel strictement positif, vérifiez que U de E lambda est inclus dans F lambda, et que U étoile de F lambda est inclus dans E lambda. Alors, il faut montrer que l'image de E lambda par U est dans F lambda, donc il faut regarder U rond U étoile de U de x, en partant de x dans E lambda, et il faut montrer que ça fait lambda U de x. Comme ça, on aura bien notre assertion. Alors bon, bah oui, c'est facile, ça fait U rond U étoile de U de x. Maintenant, par associativité, ça fait U de U étoile rond U, le tout de x. Comme x est dans E lambda, ça fait U de lambda x. Et ça fait lambda U de x. Donc on retrouve que U de x est un élément de F lambda. Alors ce que je trouve juste un petit peu curieux, le seul, bon, je dis, ce problème, il est super, il est propre, il est net, il a plein de qualités. Là, j'ai juste pas compris pourquoi on demandait que lambda soit non nul. Ça peut mettre le doute chez le candidat, parce que lambda non nul n'intervient pas ici. Bon, il intervient dans la question suivante, évidemment, mais bon, dans cette question, lambda non nul n'intervient pas. Voilà. Alors, encore une fois, l'autre assertion provient de la dualité, mais on peut mettre de même, et on peut mettre des tas de choses, quoi. On peut répéter le raisonnement si on a peur de perdre des points. Bon, je ne sais pas comment les choses seront notées, mais a priori, tout ça, ça me paraît très acceptable. Donc maintenant, on va considérer U lambda, l'application linéaire induite, hein, d'accord, de E lambda vers F lambda, hein, puisque d'après 3. Et si lambda est un nombre réel strictement positif, il faut démontrer que la dimension de E lambda et dimension de F lambda sont égales. Et que U lambda sur racine carrée de lambda est une isométrie de E lambda sur
f lambda. Alors là, on va supposer que lambda est strictement positif, et j'affirme que par la question 1, U lambda est injectif. Bon, pourquoi? Parce qu'on va regarder ker de U indice lambda, donc évidemment, comme c'est une restriction, hein, c'est un induit, une application linéaire induite, on va dire, c'est ker de U inter E lambda, bien sûr, mais ker de U, c'est exactement ker de U étoile rond U, d'après ce qu'on a vu dans la question 1, inter E lambda, mais ça c'est E indice 0, donc on sait que les sous-espaces propres sont en somme directe, quand ils sont distincts, évidemment, et comme lambda est différent de 0, bah, ils sont distincts, et donc là, ça va être 0. Donc on voit que U lambda est injectif, hein, dès que lambda est non nul. Bah, si lambda est nul, évidemment, U lambda est complètement pas injectif, c'est-à-dire il est nul. Voilà. Donc, par la question qui précède, bah ici, par injectivité, on a dim de E lambda est inférieur ou égal à dim de F lambda. Et on peut faire la même chose par dualité, et on a l'inégalité inverse d'après ce qui précède. Hein, et puis, c'est-à-dire qu'on peut faire exactement la même chose en remplaçant U étoile par V. Et donc, les dimensions sont égales. Alors maintenant, on veut montrer qu'on a une isométrie. Alors, il faut montrer le côté isométrique, c'est-à-dire que U lambda sur racine de lambda, alors ça, on a le droit d'en parler parce que lambda est strictement positif, que ça, c'est une isométrie de E lambda dans F lambda. Donc, on regarde le produit scalaire ici, en partant de xx' dans E lambda, et il faut que ce soit le même produit scalaire que xx'. Bon, mais là, dans E, évidemment. Hein. Donc oui, parce qu'on peut sortir 1 sur racine lambda et 1 sur racine lambda, ce qui fait en tout 1 sur lambda par bilinéarité. Et ensuite, ben, on va avoir U lambda ici. Par la propriété de l'adjoint, on va avoir U lambda étoile. Et comme U lambda, ben, c'est U hein, finalement, donc on peut parler, et que U lambda étoile, il va de F lambda dans E lambda, eh bien, on va bien avoir. Alors, ça va faire ben, lambda x, parce que x est dans E lambda, et x'. Voilà. Alors, le lambda, on le sort, ben, oui, et puis ça disparaît. Hein, donc, on a bien ça. On a bien la propriété d'isométrie. Alors, c'est amusant de noter qu'on ne s'est pas servi du fait que, vraiment du fait, disons, que x' appartenait à E lambda. Vous allez me dire oui, puisqu'on applique U lambda, mais on aurait appliqué U, ça n'aurait pas changé vraiment grand-chose ici. Bon, on avait besoin que x et x' soient dans E lambda, évidemment, pour pouvoir dire c'est une isométrie. Mais le x', on ne s'est pas vraiment servi qu'il était dans E lambda, il serait dans E, ça aurait été pareil. Alors c'est bien du fait que s'il n'est pas dans E lambda, il est dans une somme directe de E mu, et pour les autres mu, bah, ce produit scalaire, il va faire 0. Voilà. Et, donc, et puis ça aussi, ça fait 0. Donc on a aussi 0 égale 0, et ça marche encore. Mais bon, c'était des considérations qui sortaient du cadre du problème. Alors, c'est peut-être pas tout à fait vrai qu'on a une isométrie à partir du moment où on a cette formule. Il faut rappeler que les dimensions sont égales pour avoir cette formule. Sinon, ce ne serait pas une isométrie si on allait, si on prenait une injection isométrique, on va dire, d'un espace vers un espace plus grand. À vérifier. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être pas mauvais de rappeler ici qu'on a égalité des dimensions, donc ceci est bien une isométrie. Cinquième question, on va noter lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda r, les valeurs propres non nulles de U étoile rond U, répétées selon leur multiplicité, et il faut montrer l'existence de bases orthonormées, E de grand E, F ici de grand F, tel que U de EI, c'est égal à racine de lambda I FI, pour I allant de 1 à R, et 0 sinon.
Alors là maintenant, on considère les valeurs propres non nulles, ici, puis de U étoile rond U, donc les autres valeurs propres, avec multiplicité, on les compte avec multiplicité, et les autres valeurs propres sont nulles. Alors, le théorème spectral, qu'on peut utiliser, hein, attention, le théorème spectral, il est tout à fait utilisable, hein, parce qu'on a un endomorphisme, U étoile rond U est un endomorphisme, donc les sous-espaces propres E lambda sont 2 à 2 orthogonaux, en somme directe, la somme étant E, hein, c'est diagonalisable en base orthonormée, c'est bien connu, et les sous-espaces propres de F lambda sont aussi 2 à 2 orthogonaux avec une somme F. Hein. Pour chaque E lambda, on construit une base, bien sûr, qu'on orthogonalise par Gram-Schmidt, bon, qu'on a l'habitude. On concatène toutes les bases des E lambda pour obtenir une base forcément orthonormée EI de E, hein, parce qu'ils sont 2 à 2 orthogonaux. Et donc, les R premiers éléments des EI, donc E1 jusqu'à ER, là, correspondront aux valeurs propres strictement positives, et puis les autres pour la valeur propre nulle. Maintenant, on va poser FI égale 1 sur racine de lambda I U de EI pour I de 1 à R, c'est-à-dire que comme lambda I est strictement positif, on a le droit de faire ça. Et d'après ce qui précède, d'après la question 4, hein, les FI forment une famille orthonormée de F. Hein, c'est parce que U sur racine des lambda I, donc ici, quand on regarde juste U sur EI, c'est comme un U indice lambda I. Donc là, ici, on va avoir une famille orthonormée. Bon, c'est facile de le voir. Et on complète maintenant, alors attention, hein, c'est de I de 1 à R, et maintenant on va compléter par une base orthonormée de ker de U étoile, c'est-à-dire de F0, le sous-espace propre de U rond U étoile, pour la valeur propre 0, ce qui revient à dire ker de U étoile d'après la question 1. Et donc on obtient comme ça une base orthonormée Fi. Alors maintenant j'affirme que c'est fini avec grâce à 1. Alors allons-y. Il faut montrer que, donc, alors bien sûr les EI ça forme une base orthonormée, les FI par construction forment une base orthonormée, hein. Au départ c'était juste de 1 à R, puis ensuite on a complété en une base orthonormée avec forcément une base adaptée à ker de U étoile, qui est égale à ker de U rond U étoile. Et maintenant, pour chaque EI dans E lambda, on va bien avoir ça, donc pour le lambda strictement positif. Pour lambda nul, U de EI égale 0 d'après 1, d'accord, puisque lambda est nul, donc on est dans ker de U étoile rond U, donc dans ker de U, et donc U de EI égale 0, donc on a bien exactement ce que l'on voulait. Alors dans le 6, on va considérer une matrice M à M lignes et N colonnes à coefficient réel et de rang R. Petit a, il faut montrer l'existence d'une suite décroissante de sigma i de 1 à R. Ce sont des réels strictement positifs et de matrices orthogonales P et Q, alors P dans OM de R et Q dans ON de R, tels que M égale P D Q, et D, c'est la matrice dont les coefficients DIJ sont donnés par les DIJ, c'est les sigma I, c'est une matrice diagonale, donc c'est que pour DII. Et donc c'est les sigma I et 0, bien sûr, si on dépasse R. 6A, alors on a M, une matrice à petite m ligne et n colonnes, réelle, de rang R. On considère l'application linéaire de U, munie de leur structure euclidienne, donc Rn et Rm. D'accord. Donc le premier truc à faire, c'est partir de cette matrice et tout de suite se ramener à un endomorphisme, mais avec Rn et Rm, E ça va être Rn, et F, Rm, munis de leur structure canonique, hein, euclidienne canonique. Avec la matrice M, d'accord, la matrice de U, ça va être M, dans la base canonique de Rn et de Rm, qu'on va appeler B indice N, B indice M pour ne pas les perdre.
Maintenant, on construit les bases EI et FI comme dans le 5, hein, pour le U qu'on a ici. J'appelle Q la matrice de passage de Bn vers E, P la matrice de passage, attention, de F vers Bm, donc l'inverse. Alors, là, il y a une erreur, c'est Q qui est dans ON, d'accord, et P est bien dans OM. D'abord, bon, ce sont des matrices de passage, donc P est dans GLM et Q est dans GLN, donc il faut lire Q ici, à droite, là. Et puis ensuite, Bn est une base orthonormée de Rn, puisque c'est la base canonique pour la structure, pour Rn munie de sa structure euclidienne canonique, et E est orthonormé par construction. Pareil pour P, qui est matrice de passage de F vers des FI ici vers Bn, hein, d'accord, donc exactement pareil. Donc les deux sont des matrices orthogonales, bon, L de taille M et Q de taille N. Donc par ce qui précède, la matrice de U pour les bases E et F, alors là, on est dans la question 5, on nous dit que c'est juste la diagonale ici, d'accord, c'est-à-dire que U de EI est égal à racine de lambda I fois FI. C'est exactement ce que ça dit ici. Et maintenant, par les formules de changement de base, ça va nous donner M égale P fois D fois Q, sachant que, bon, c'est pour ça que P, j'ai pris pour P la matrice de passage de F vers BM et non pas de BM vers F, parce que sinon je serais tombé sur un P-1 ici, et l'énoncé voulait un P. Donc, un petit artifice ici. Voilà, donc on a M égale P fois D fois Q. Petit b, on suppose que M égale N et que grand M est inversible, cette fois-ci. Dans le contexte avec les notations de la question petit a, il faut démontrer que le produit PQ ne dépend que de M et non de la factorisation M égale P dQ utilisée. On suggère d'examiner la décomposition polaire de grand M. Donc là, on attaque la jolie dernière question du grand 1. À mon avis, il était intéressant de sauter, bon, parce que voilà, c'est dernière question de partie, souvent c'est des questions synthèse, voilà. Alors c'est intéressant pour l'intérêt du problème, effectivement, c'est bien. Pour l'évaluation, c'est pas évident que ce soit rentable, enfin, c'est un conseil que je donne. On suppose donc M égale N et M inversible. On sait que comme M est inversible, elle possède une décomposition polaire unique. M est égal à O fois S. Et ça, c'est la décomposition polaire de M. O, il appartient à ON, donc c'est une matrice orthogonale, et S, c'est une matrice symétrique définie positive. On écrit M égale P fois D fois Q, donc M transposé, c'est Q transposé fois D transposé, mais D transposé c'est D, fois P transposé, voilà. Ce qui va faire que quand on va calculer S2, on sait ici que S2, donc si on calcule M transposé M, là ici, comme O est orthogonal, ça va nous faire S2. Bien, ça c'est facile. Maintenant, on calcule d'une autre manière M transposé M, d'accord? Comme on a ces deux égalités, ça nous fait deux façons de calculer M transposé M, donc d'une part S2 ici, et d'autre part avec ça, ça va nous faire Q transposé D2Q. Alors pourquoi? Parce que quand on va avoir P transposé P, quand on va multiplier ici, ça va s'éliminer parce que P transposé P, c'est l'identité, et il va y avoir D2 au milieu, et Q transposé ici, et Q là. Alors maintenant, je ne sais pas comment dire, mais on sait prendre la racine carrée ici. Alors, par exemple, je proposerais de dire, on prend S égale Q transposé DQ. Ça va être une matrice symétrique définie positive. On prend O égale M fois S-1, et on vérifie facilement que O est orthogonal. Donc par unicité de la décomposition polaire, parce que ça c'est un théorème qu'on a,
alors S égale Q transposé dQ est bien S. D'accord? Alors S est bien égal à Q transposé dQ. Voilà. C'est bien une matrice symétrique définie positive qui va vérifier ce truc-là avec O égale MS-1. Alors maintenant, je vais écrire P fois D fois Q égale M, bien sûr, égale OS. Mais maintenant, OS, je vais l'écrire O Q transposé DQ, ce qui va me permettre de simplifier par Q et par D. Alors pourquoi? Toujours Q est orthogonal, donc c'est inversible. Et D, eh ben D, qu'est-ce qu'on peut dire? D, c'est une diagonale, mais il n'y a pas de zéro sur la diagonale. Puisque M étant inversible, toutes les valeurs propres ici sont non nulles. Ce sont les valeurs propres de M transposé, c'est les racines carrées des valeurs propres de M transposé M, qui sont toutes non nulles forcément, parce que M transposé M, du coup, est inversible. Donc D, on peut simplifier par D, c'est inversible, et il va rester P égale O Q transposé. Mais Q transposé, c'est Q moins 1, donc ça fait PQ égale O. Et donc ça veut dire que le produit PQ, lui, est indépendant, par unicité de la décomposition polaire, du choix de la factorisation. Voilà, et on avait terminé ainsi la partie 1. Alors on attaque la partie 2, donc dans cette partie, on se place sur le corps R des nombres réels, voilà. ENR, c'est l'ensemble des solutions de m carré égale 0, finalement. Voilà, ce sont les matrices de taille n dont le carré est nul. On construit ces matrices KR sigma. Alors à quoi elles ressemblent ces matrices? Un petit peu comme ceci, il y a des zéros ici, là c'est un bloc de taille R, le bloc diagonal ici, et ici on va avoir une diagonale de nombres positifs, strictement positifs, de R nombres finalement, strictement positifs, sigma i ici, voilà. Donc, alors on ne peut pas appeler ça vraiment une diagonale parce que ça c'est un rectangle, mais en tout cas vous voyez ce que je veux dire, ça part de en haut à gauche et ça descend en diagonale. Alors la matrice dépend de petit r finalement. Bon, petit r ça va être le rang ici évidemment de la matrice parce que les éléments ici qu'on va avoir sont non nuls. Sigma, oui, donc c'est les éléments qui sont réels et strictement positifs. C'est ça qui assure que la matrice est bien de rang R. Quand on calcule K transposé K, là on a vraiment une matrice diagonale avec sur la diagonale les sigma i au carré, et puis après ça se termine avec les zéros. Voilà, on nous faisait admettre ça, ce qui n'est pas difficile à admettre. Question 7. Soit E un R espace vectoriel euclidien de dimension n, U un endomorphisme de E, R le rang de U. Il faut justifier l'existence d'une base orthonormée de E, telle que les R premiers éléments de la base soient une base de im de U. Alors, on attaque cette partie 2. La question 7, pas trop de difficultés. On va partir d'une base de im de U qu'on va orthonormaliser par la méthode de Gram-Schmidt. Et du coup, on va obtenir une base E1-ER de im de U qui, elle, va être orthonormée. Pareil avec l'orthogonale de im de U, qui est en somme directe, parce qu'on est dans un espace euclidien, pour obtenir une base encore une fois orthonormée, comme ceci. Donc là, je n'ai pas écrit orthonormée, mais bon, ça allait aussi. Donc on va concaténer les deux bases, et on va bien avoir une base orthonormée de E. Et les R premiers, bien sûr, il est évident que comme im de U est de dimension R, il va y avoir R éléments ici, et on va avoir exactement ce que l'on nous a demandé. Question 8. Soit E un R espace vectoriel euclidien de dimension n, U un endomorphisme de E vérifiant U2 égale 0. Il faut montrer que le rang R de U vérifie 2R inférieur ou égal à n. Donc là maintenant on suppose U2 égale
l'endomorphisme nul, et donc im de U est inclus dans ker de U, hein, c'est même équivalent. Hein. Alors bien sûr, la dimension ici est inférieure ou égale à la dimension ici, ce qui fait que par la formule du rang, on a R inférieur ou égal à n-R, et donc 2R est inférieur ou égal à n. C'est classique jusqu'à présent. Alors dans la question 9, on part d'une matrice M de En de R, voilà, qui était donc de carré nul finalement, et de rang R. Dans un premier temps, 9 petit a. Démontrer l'existence d'une matrice P orthogonale telle que PMP-1 soit de cette forme-là. Donc c'est un premier temps, hein, on n'a pas encore travaillé pour avoir la matrice K, mais pour l'instant on a ça. Donc B doit être une matrice à R ligne, n-R colonne, oui, hein, voilà, on a compris. Le 9a, alors soit U l'endomorphisme correspondant à M dans la base canonique de Rn. C'est intéressant de prendre l'endomorphisme plutôt que la matrice, parce que les résultats précédents qu'on va appliquer concernent un endomorphisme. Donc bon, c'est pas compliqué, il suffit de prendre l'endomorphisme qui correspond à M dans la base canonique. Donc comme M carré égale 0, donc on a U carré égale 0, égale, bon, disons, l'endomorphisme nul. Donc on va construire la base orthonormée de la question 7, P, la matrice de passage de la base canonique vers cette base, ce qui va vouloir dire que P-1 MP, c'est la matrice de U dans la nouvelle base, c'est bien connu, et de plus, la matrice P est orthogonale, bien sûr, parce que P, c'est une matrice de passage entre deux bases orthonormées, hein, la base canonique et cette nouvelle base. Maintenant, on va regarder les R premières colonnes de P-1MP. Donc finalement, c'est U de EI, I de 1 à R en colonne, mais U de EI égale 0 pour ces I-là. Parce que EI, c'est dans im de U, et im de U est inclus dans ker de U. Donc, ou si vous préférez, U2 égale l'endomorphisme nul. Donc tout ça, ça va être nul. Donc on va avoir les R premières colonnes qui seront nulles. Et ensuite, le bloc diagonal de taille n-R, bah, lui, il est nul aussi. Parce que quand on va prendre les U de EI, I strictement plus grand que R, ces U de EI bah, sont dans im de U. Donc vont se contenter des R premières lignes, par définition, par construction de la base. Donc on a la forme voulue. 9 petits b maintenant. Il faut démontrer l'existence d'une suite décroissante, sigma 1, sigma 2 jusqu'à sigma r, de réels strictement positifs, et d'une matrice Q dans On de R, telle que Qm, Q-1 est égal à Kr sigma. Et on pourra appliquer à la matrice B les résultats de la partie 1. Voilà l'indication. Alors le 9b, on factorise b ben voilà, en RDS avec R dans OR et S dans ON-R, D comme dans 6a, donc je vous rappelle que D c'est une diagonale avec sur la diagonale des positifs décroissants. Et là on va écrire Q et ben, la matrice ici R-1, donc c'est une matrice de taille R, petit r, et ici une matrice de taille N-R. Voilà, donc ça c'est une matrice orthogonale, hein, évidemment, hein, voilà, de taille n, parce que R est orthogonal et S est orthogonal aussi, hein, donc ça c'est facile à voir. R-1 est orthogonal aussi. Et qu'on va multiplier par P, donc on a le produit de deux matrices orthogonales, donc Q est une matrice orthogonale. Donc quand on va calculer QM, Q-1, on applique le fait que M c'est égal à P-1 0, 0, B, 0 fois P. Donc on va reconnaître, il va y avoir une simplification entre le P ici et le P-1 qui va se mettre là. Et après simplification, on va avoir ça, fois ça, d'après les questions précédentes. Alors là maintenant, bah, quand on multiplie à gauche, bah, on multiplie les lignes, donc il va y avoir un R-1 là. Et quand on multiplie à droite, on multiplie les colonnes, donc on va avoir un S-1 là. Et R-1, B, S-1, bah c'est D, donc on va avoir ça. Et on tombe sur une matrice K, R, sigma. Maintenant 10, on définit une action de groupe ON de R sur l'ensemble EN de R.
Donc voilà l'action de groupe par conjugaison, hein, mais c'est pas GLN, c'est ON qui agit. Et il faut montrer que chaque orbite contient une unique matrice de la forme qu'on avait ici. Alors 10, on va vérifier que l'action est bien définie quand même. Je ne sais pas si c'était pas explicitement demandé, mais c'est quand même un réflexe. Bon, essentiellement, c'est le fait que quand on conjugue m qui vérifie m carré égale 0, et qu'on conjugue par p, on a juste besoin d'inversible, mais la p est orthogonale, on met au carré, ça fait p m2 p-1, ça fait encore 0, donc on a bien une action. On aurait eu une action de GLN aussi, mais maintenant c'est pas du tout pareil au niveau des formes normales. Alors, on a une matrice de forme normale KR sigma dans chaque orbite, ça c'est la question précédente. Et maintenant, si on veut montrer l'unicité, on suppose les matrices K et K' dans la même orbite. Donc, c'est-à-dire, K, voilà, c'est celle-ci, K' c'est celle-là. Donc, on a la matrice orthogonale P, telle que K' égale P, K, P-1. Donc maintenant, par égalité des rangs, bien sûr, hein, le rang de K', c'est le rang de K, puisqu'elles sont conjuguées. On a R' égale R. Et maintenant, quand on va calculer K' transposé K', qu'est-ce que ça va nous donner? K' transposé, comme P est orthogonal, quand on va faire la transposée et -1, ça va faire P ici. On va avoir K transposé, on va avoir P transposé, et ici, je réécris P, K, P-1. Donc ici, comme P est orthogonal, ça se simplifie. On va avoir K transposé K, et là, P, P-1. Donc maintenant, en particulier, j'affirme que sigma i prime carré égale sigma i carré. Alors pourquoi? Parce que ce sont les valeurs propres strictement positives. Alors dans un premier temps, non. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, K transposé K, par exemple, d'accord, c'est une matrice dont les valeurs propres sont les sigma i carré. Donc, les valeurs propres ici, comme on a deux matrices conjuguées, semblables, les valeurs propres ici sont les mêmes. Mais attention, elles sont les mêmes à ordre près. Mais il se trouve que l'ordre, il est clairement fixé, parce que les valeurs propres ont été ordonnées. Donc forcément, parce que sinon, si ça n'avait pas été ordonné, on aurait eu sigma prime i carré égale sigma j carré a priori pour un autre j. Hein, c'est à permutation près, les valeurs propres. Mais là, c'est ordonné. Oui, merci à l'ordre de R de nous y faire voir plus clair. Voilà, donc on a ça, et par positivité, on a sigma prime égale sigma, et ce qui achève la question 10 et la partie 2.